Bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus dans la salle et en visioconférence. Et donc, je vais vous parler de monnaie médiévale. Je sais que ce n'est pas très courant ici, à la Sénat, de parler de monnaie médiévale, mais ce soir, vous allez en avoir un peu. Alors, mon titre, c'est « Un nouvel éclairage sur les débuts du monnayage de Souvigny ». Et donc, sur cette première diapo, vous pouvez avoir une idée de la grande variété de petits deniers qui se trouvent dans un trésor au musée de Souvigny. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Souvigny, je vais vous en parler rapidement. Alors, c'est une petite commune rurale, 1736 habitants en 2020, qui est dans l'Allier, donc l'ancienne province de Bourbonnais, à environ 13 km de Moulins et de Bourbon-l'Archambault, le berceau des Bourbons. Alors, un des premiers sires de Bourbon, qui s'appelait Aymar, a fait don d'une partie de ses terres à l'abbaye de Cluny, qui y fondera un monastère peu de temps après. Et dans ce monastère, il est arrivé des choses miraculeuses. En 994, Mailleul, qui était le 4e abbé de Cluny, y est décédé au cours d'un voyage, il est inhumé. Sur son tombeau, les gens qui s'approchaient de son tombeau, les malades, étaient guéris miraculeusement, donc il a été canonisé rapidement. Parce qu'en 996, le roi Hugues Capet, qui était un de ses amis, se rend en pèlerinage sur son tombeau pour être guéri. Il a obtenu une guérison et donc il aurait accordé au monastère le droit de battre monnaie à son effigie. En fait, cet acte est faux. En 1049, Odilon, le successeur de Mailleul à Cluny, se rend à Souvigny et il décède à son tour. Alors c'est pareil, il y a eu des miracles, etc. Il est canonisé et les deux saints abbés seront réunis dans un même tombeau de la fin du XIIIe siècle au centre de la nef de l'église. Donc vous le voyez, c'est l'image qui est ici. Alors Souvigny devient un lieu de pèlerinage et a pris énormément d'ampleur puisqu'en 1150, le prieuré de Souvigny dirige 8 monastères, 50 églises et 18 chapelles. Et son prieur est donc un seigneur de grande importance. Alors il y a aussi une autre chose qui a rendu Souvigny célèbre quand même beaucoup plus tard, c'est la Bible de Souvigny, qui est un manuscrit qui réunit l'Ancien et le Nouveau Testament et elle a été restaurée, maintenant conservée à la médiathèque de Moulins. Alors le pèlerinage de Souvigny sera relancé en 2016 par l'évêque de Moulins et en 2018, Souvigny devient sanctuaire de la paix. Alors, à quoi ressemble? Alors ici, vous avez entouré de rouge le prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul et ici, en forme de goutte d'eau, vous avez le tout premier village de Souvigny. Donc, vous voyez que le prieuré a quand même une place très, très importante dans la ville. Je ne sais pas si c'est moi, mais les images ne défilent pas. Elles ne défilent pas? Moi non plus, les images ne défilent pas, désolé. Ah, nous n'avons aucun défilement, on est toujours sur le transparent de titre là. Ah, que fait-on? Et comme ça. Alors, pourquoi? Ah, voilà. Ça défile? Bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, parce qu'il y a un temps de latence. Hein. Donc ici, on a une vue plus rapprochée. Et ce que j'ai entouré d'un cercle rouge, c'est le musée, où se trouve le trésor. Donc l'église de Souvigny, qui est maintenant l'église paroissiale, mesure plus de 80 mètres de long pour 18 mètres de hauteur. Bon, et les restaurations, depuis les années 2000, il y a des restaurations permanentes et qui a encore besoin de restauration. Donc l'ancien prieuré se trouve ici et ils ont recréé les jardins. Alors cette église priorale, Saint-Pierre et Saint-Paul, a beaucoup de particularités. C'est d'abord la sépulture des sires puis des ducs de Bourbon et de leurs conjoints, au point que l'on l'a appelé le Saint-Denis des Bourbons. Par exemple, il y a le duc Louis II et Anne d'Auvergne,
Anne de Beaujeu et Pierre II de Bourbon. Excusez-moi. La dernière inhumation a eu lieu en 1934. C'est le prince Sixte de Bourbon-Parme, qui est le frère de l'impératrice Zita, la dernière impératrice d'Autriche. Alors, cette église aussi contient le chapiteau des monnayeurs, chapiteau roman, qui montre des scènes d'un atelier monétaire avec la pesée, la mise des monnaies dans la bourse, le laminage à droite et la frappe des monnaies à gauche. Et au centre, on a un moine, peut-être le prieur, qui ostensiblement ne fait rien puisqu'il se tient les mains, il tient son capuchon avec les mains. Parce que les moines ne monnayaient pas, c'était les corporations de monnayeurs qui monnayaient. Alors, est-ce que c'est une évocation de l'atelier monétaire? C'est très possible. Alors, ça, c'est un autre chapiteau, ils sont très rares, de Saint-Georges de Bolcherville, donc c'est en Seine-Maritime, et on voit la frappe au marteau. Donc ici, il y a un coin dormant qu'on appelle la pile, et c'est là qu'il y aura l'effigie de Saint-Mailleul. Et le coin mobile s'appelle le trousseau, et il portera la croix. Puisqu'on écrivait au Moyen-Âge Devier-croix et Devier-pile. Alors, une petite bibliographie rapide. Ce sont surtout des livres anciens. La bibliographie sur les deniers de Souvigny est tout à fait indigente. Donc ici, vous avez Duby, 1790. Barthélemy, c'est la première, disons, la première évocation des deniers de Souvigny avec des planches, avec des dessins. Georges de Soultray, Faustin Poët d'Avant. Alors, Poët d'Avant, c'est un incontournable, puisqu'il a recueilli les données de tous les ateliers monétaires féodaux, il y en a plusieurs centaines, et il a fait une nomenclature qui est toujours utilisée. Alors, Vaner, Fleury. Alors, Fleury est très intéressant parce qu'il a étudié un autre trésor qui est tout à fait similaire à celui de Souvigny. Et Duplessis, donc, c'est aussi un autre trésor, mais sa présentation est vraiment très, très succincte. Et donc, toutes les photographies des deniers du musée sont de Lucille Ferracci, qui est adjointe au patrimoine à Souvigny. Donc, la frappe des monnaies a duré près de 250 ans. Parce que, bon, la lettre du roi Hugues Capet préconisait la frappe d'une monnaie à l'effigie de Saint-Mailleul. Alors, si cette lettre n'a jamais existé, l'évocation de l'effigie Saint-Mailleul, oui. Une bulle du pape de 1058 aurait donné à Cluny le droit de battre monnaie, qu'il aurait transmis à sa fille Souvigny en 1080. C'est possible. Parce que la plus ancienne mention du denier de Souvigny date de 1095. Et elle mentionne Dios solidos Silvinia sensis monetae, c'est-à-dire 2 sous en monnaie de Souvigny. Alors, entre 1080 et 1213, c'est l'époque que l'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le monnayage des prieurs. C'est-à-dire que les prieurs monnayaient seuls. Ils n'avaient de compte à rendre à personne. Mais ensuite, il y a eu des associations avec les sires de Bourbon. Parfois oui, parfois non. Et à la fin, elles furent perpétuelles. Donc, on a il y a 8 périodes. Ça, on va voir ça après. Bon, 1080-1213. Alors, 1080-1213, on a un denier type. Alors, le droit, c'est le côté passe, donc Saint-Mailleul. Alors, on a ça, et là on verra ça toujours.
le buste de Saint-Mayol, il est de face. Et il coupe la légende jusqu'au bord du flanc. Alors, il va porter ou non une tonsure, des cheveux bouclés, pas de cheveux, des cheveux pointus, parfois de la barbe, parfois non. Il tiendra sa crosse de la main gauche, c'est-à-dire que nous, les numismates vont dire crosse à droite, ou de la main droite, comme ici, et on dit crosse à gauche. Alors, il porte un vêtement comme une chasuble, un vêtement liturgique comme une chasuble, et le buste est entouré d'un grenti. La légende SCS ou SES, parce que le C est barré, Maiolus, Saint-Mayol. Et au bord du flanc, on retrouve encore un grenti. Sur le revers, en haut, on a une croisette et Silvignaco, Souvigny, le grenti extérieur, un grenti intérieur et une croix simple. Alors le N ici, on voit le S de Silvignaco, on voit qu'il est barré et qu'il y a un petit anneau à l'intérieur. On dira N barré annelé. Parfois, ce n'est pas un petit anneau, c'est juste un point, donc il sera pointé. Donc ça, c'est le modèle type qui restera en 1213 jusqu'à la première association. Alors là, ça se complique. Mathilde Ier, qui était l'héritière de la seigneurie de Bourbon, à la mort de son père Archambault VII, elle épouse Guy de Dampierre. Mais Guy de Dampierre avait reçu de Philippe Auguste la seigneurie de Montluçon. Et il avait ouvert un atelier monétaire et frappé des deniers à son nom. Il y a probablement dû y avoir des problèmes avec le prieuré, puisqu'il y avait quand même une sorte de concurrence déloyale, et ils finirent par s'associer en 1213. Et à ce moment-là, les deniers de Souvigny ne sont plus du tout comme avant, et ils ne seront plus jamais. Ici, on a une croix pâtée, et la légende devient de Silvignaco. Alors, sur le droit, il y a une sorte de mélange. Alors, il y a un Saint-Mayol avec sa crosse, sous une face, une barre, et les deux coquilles, les coquilles de l'ancien écu de Bourbon. Donc ça, c'est la monnaie réelle. Et quand on est en deux, on a un croissant. Bon, on garde quand même le grenti, etc. Alors, à deux moments, il n'y a pas eu d'association et on suppose, c'est pas sûr à 100%, que c'est cette pièce-là qui a été émise, que comme les prieurs étaient seuls, ils ont remis Saint-Mayol de face, mais mitré. Alors, toujours pareil, une croix pâtée, etc. Et cette pièce n'est connue que depuis 1891, puisque Raymond Serrure, qui était éditeur de numismate et éditeur, a dit qu'un de ses abonnés a recueilli récemment chez un brocanteur parisien un denier de Souvigny inédit. Donc, c'est celui-là qui est décrit, avec ça ressemble un peu à un bonnet d'âne, mais c'est une mitre. Et ce denier est très rare. Ensuite, on a ces fameux deniers mitrés de profil. Donc, Agnès de Bourbon, vous remarquerez que la seigneurie de Bourbon a été pratiquement toujours transmise par les femmes. Ça, c'est à l'adresse des féministes, s'il y en a dans la salle. Alors, on a donc Saint-Mayol qui est de profil à gauche, qui tient une crosse devant son visage. Et sur le revers, on a D et B qui signifient Dominus Bourboni, le seigneur de Bourbon, avec des coquilles. Les coquilles sont restées de la période précédente. Et puis, il y a aussi cet autre-là,
Et cet autre-là me pose vraiment un problème. On en parlera après. Ah, alors là, l'héritière suivante, c'est Béatrice de Bourbon. C'est elle qui a épousé Robert de Clermont, le 6e fils de Saint-Louis. Alors, leur monnaie, elle est différente. Là, on a toujours Saint-Mailleul mitré, mais tourné vers la droite, avec une fleur de lys au-dessus de la crosse. Et on n'a plus de Silvignaco, c'est Robert qui écrit son nom. RDNS Bourbon, ça veut dire Robertus Dominus Bourbonii. Robert, seigneur de Bourbon. Donc, on n'a plus du tout des deniers anonymes. Après, Louis Ier, le fils de Robert de Clermont, c'était Louis Ier. Ça a été le premier duc de Bourbon. Et alors là, on n'a pas de monnayage, on n'a aucun écrit sur le monnayage de Louis Ier. Il n'est simplement mentionné que dans un document aux Archives nationales qui s'appelle le registre entre deux ais. C'est un recueil de documents monétaires et ce texte date de 1315. C'est le règlement sur le monnayage des prélats et barons. On fait le tri entre ceux qui ont le droit de battre monnaie et ceux qui n'ont pas le droit de battre monnaie. Et donc ici, on voit la monnaie de Sauvigny, qui est à Monseigneur Louis de Clermont et au prieur de Sauvigny. Donc ils mettent Sauvigny au lieu de Sauvigny. Et à la fin, il doit faire Monseigneur Louis de Clermont et le prieur de Sauvigny, le coin de leur monnaie, devier croix et devier pile, tel que l'on est beau ici. Alors, on a une croix pâtée, toujours. Par contre, c'est écrit de Salvignaco, Sanctus Malleolus, et Saint-Mailleul tourné à gauche, avec sa crosse devant lui. Alors, cette monnaie, j'ai toujours eu l'impression que ça pouvait être celle-là. Mais ça, il faudrait voir, parce que Jean de Bourgogne, à mon avis, 3 fleurs de lys, ça fait un peu beaucoup pour Jean de Bourgogne. Étant donné qu'il avait... Bon, il y a beaucoup de gens qui avaient droit aux fleurs de lys dans leurs armoiries, mais c'est une question qu'il faudrait creuser. Mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette période-là. D'autant plus qu'il faudrait trouver un trésor en bon état avec des pièces qu'on puisse dater. Et là, pour l'instant, on n'en a pas. Ah, et un inclassable. Alors, celui-là, il y a des avis vraiment très divergents. On a Saint-Mailleul, donc un peu à l'ancienne, Silvignaco. Il est de face, crosse à droite. Mais quand on est en deux, on a un trèfle. Pour une raison qu'on ne connaît pas bien. Est-ce que ce serait un symbole d'une association entre les prieurs et les seigneurs de Bourbon? En tout cas, c'est un format ancien. C'est un format du temps des prieurs. Puisqu'on a une croix simple et c'est écrit Silvignaco, et non pas de Silvignaco. Donc ça, c'est un problème, une question, mais peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour plus tard. Alors, voilà, le petit trésor de Souvigny. C'est la propriété de la commune. Il est visible au musée municipal dans le cadre de l'exposition Trésor d'un prieur clunisien, bon, qui est maintenant... Le musée est fermé, mais l'année prochaine, il sera toujours là. Alors, quel est l'intérêt d'étudier un trésor? Eh bien, c'est que les trouvailles isolées qui sont anciennes, contemporaines, qui proviennent de collections, des musées, des ventes publiques, des collections particulières, il y a très peu de traçabilité. Même dans les collections patrimoniales de la BNF, on a beaucoup de monnaies qui viennent de collections prestigieuses,
mais on ne sait pas très bien d'où elles sortent. Par contre, un trésor, c'est plusieurs monnaies trouvées ensemble, parfois dans un contenant comme un pot en céramique, en terre cuite. Et un trésor non dispersé, c'est la seule et unique occasion d'obtenir le maximum d'informations. Alors, ça, c'est le trésor donc, qui a été trouvé dans le Puy-de-Dôme. Alors, ça, c'est là. J'ai réussi à obtenir de la DRAC le document original du retour, enfin, du trésor en Auvergne. Alors, c'est Madame Pilet-Lemierre du Centre de recherche de Caen qui écrivait en mars 89 au directeur des antiquités de la région Auvergne à Clermont-Ferrand. Alors, il y avait une découverte fortuite qui a été réalisée en août 87 à Saint-Ménier, dans le Puy-de-Dôme. Le trésor monétaire a été mis au jour dans le jardin potager du propriétaire et inventeur. L'ensemble est conservé dans son intégralité, ainsi que le petit vase qui le contenait. Alors, elle dit qu'elle joint l'inventaire. Alors, elle dit, j'ai actuellement en dépôt l'ensemble de la trouvaille. Je souhaite vivement qu'elle puisse être conservée dans sa totalité en Auvergne, ce qui est le cas maintenant, elle est à Souvigny. Alors, les monnaies contenues dans ce trésor ne sont pas rares, mais parmi les découvertes récentes, aucune n'a été conservée intégralement. Et il est tout à fait nécessaire de pouvoir étudier finement les liaisons de coins des différents deniers de Souvigny. Alors voilà son inventaire. 639 deniers de l'abbaye de Souvigny. Aujourd'hui, je crois qu'il n'en reste plus que 633. Il y en a quelques-uns qui ont dû disparaître pendant les transports. Alors, elle les a notés P. Alors, ça, c'est Poé d'avant, la fameuse nomenclature dont je vous ai parlé, avec un numéro. Alors, avec ce numéro, on peut retrouver dans le livre, dans les tables, donc on voit bien que c'est un denier de Souvigny. Bon, le dessin n'est pas très joli, mais on retrouve Saint-Mailleul, Sacros, Sachadzuble, Sanctus Maiolus, la Croisette, Silvignaco et la Croix Simple. Alors, ce qui est amusant, c'est que on trouve aussi des oboles de Chartres, une obole d'Angoulême et 3 deniers de Louis VI ou Louis VII. J'ai transmis les photos à d'autres médiévistes qui ne sont pas très sûrs. Alors, souvenez-vous de ça, obole de Chartres et obole d'Angoulême. Parce qu'en fait, il existe 2 autres trésors. Alors, celle d'un homme, celui-là, on ne connaît pas beaucoup. C'est un dénommé Fleury du Cercle lyonnais numismatique qui a écrit un article dans le bulletin de la Société française de numismatique en 1975. Alors là, il est vague. J'ai eu l'occasion d'examiner récemment un lot important de deniers et oboles, reliquat d'un trésor mis au jour il y a 2 ou 3 ans dans le Bourbonnais, dans des circonstances restées obscures. Il y a une première dispersion partielle de ce trésor, et ce qu'il en resterait donne une idée de son importance. Alors, il y a 4 à 500 deniers de Souvigny. Alors là, c'est intéressant aussi. 300 deniers et oboles d'Angoulême, une centaine d'oboles de Chartres et quelques deniers de Clermont. Le tout constituant une masse d'environ 900 monnaies. Alors, il dit que les deniers de Souvigny lui ont particulièrement attiré son attention parce qu'ils appartenaient à la première période, dite monnayage des prieurs, comme le trésor de Souvigny. Mais ils présentent de nombreuses variétés. Donc là, la description. Et tous les deniers que j'ai examinés avaient la crosse à droite sans une seule exception. Alors, il y a aussi le trésor d'Alluy dans la Nièvre, découvert en 65, qui contient plus de 1000 deniers de Souvigny et de Bourbon. Il est conservé au département des médailles antiques de la BNF. Alors, l'hiver dernier, j'ai pu faire une étude directe du trésor
au musée. Alors, ça, c'est l'exposition qui a été faite pour le mois d'avril de cette année. Alors, il y a 7 tas, parce qu'il y a j'ai découvert 6 types de deniers différents, plus le petit tas au milieu, le groupe que je n'ai pas réussi à reclasser parce que les deniers sont très peu lisibles. Alors, je ne suis pas malade, mais je suis allergique. Alors, premièrement, on va avoir des têtes chauves, des têtes aux mèches pointues, ce que j'ai appelé le style réaliste crosse à droite, style simplifié crosse à droite, réaliste à gauche et simplifié à gauche. Et on va regarder ça de près. Mais avant de regarder les deniers, il va falloir se demander quelle était l'apparence physique de Samaïeul. Alors, en compilant différentes chroniques, textes d'historiens, etc., on peut résumer en disant qu'il était grand, intelligent, ferme, austère, brillant et séduisant. Et toutes les représentations qu'il y a ici ne sont absolument pas contemporaines de Samaïeul. Par exemple, on a un buste reliquaire du XVe siècle qui se trouve au musée Anne de Beaujeu à Moulins, une armoire à reliques du XVe siècle de l'église de Souvigny, le fameux tombeau de Samaïeul et Saint-Odilon, XIIIe siècle, et 2 vitraux qui ne sont pas contemporains du tout. Alors ici, on a sur le tombeau Samaïeul sans barbe, sur le reliquaire, il y a un Samaïeul apparemment très jeune, sans barbe non plus, sur le vitrail du centre, pareil, sur le vitrail en haut à gauche, il a une très jolie barbe, et vous pouvez remarquer que sa crosse a 2 annelets. Et sur l'armoire à reliques, on distingue une petite barbe. Donc en fait, ça ne nous avance pas beaucoup, et c'est sans doute pourquoi, lorsque le monnayage a commencé, que personne ne savait à quoi ressemblait Samaïeul, les tailleurs de coin, c'est-à-dire les graveurs, ont pu avoir une imagination assez galopante. Alors, premièrement, le type 1, les têtes chauves. Alors, c'est une tête ovale au bord épais, des yeux en annelais, pas de barbe, une crosse à droite pointée, parce que sur le manche, il y a un petit point. Sur le revers, on aura un N barré pointé, une croix fine ou épaisse, et j'ai trouvé 15 monnaies de 0,89 grammes en moyenne. Donc voilà d'autres exemplaires. Alors vous avez toujours la tête ovale au bord épais et les oreilles en demi-cercle. On les appelle aussi parfois des oreilles en forme d'anse. Les yeux en annelais, il n'y a aucune barbe et la crosse possède toujours ce point. Alors ici, on a ce qu'on appelle une croix épaisse, avec les bords un peu arrondis. Et un N barré, le N qui est là, le N de Silvignaco, avec une barre et on voit un petit renflement au centre. Alors, ici aussi, la tête ovale, les oreilles en forme d'anse, les yeux en forme d'annelet, la crosse avec le petit point, la chasuble. Par contre, ici, on a une croix fine. Ces 2 pièces-là, on a une croix fine. Et on voit le N toujours barré, pointé. Alors, on a aussi ce modèle sans cheveux, mais avec une sorte une tonsure, une calotte, et quelques petits points de barbe. Toujours les oreilles en forme d'anse. La croix fine, j'ai mis fine, mais elle est hybride entre la fine et l'épaisse. Alors, le graphisme des têtes chauves rappelle celui d'autres deniers. Alors,
Philippe Schisser m'a transmis un article qu'il avait écrit sur les deniers de l'an. Alors ici, c'est Louis V, probablement Louis V. Donc, pareil, tête chauve, avec une sorte de couronne faite de croix. Donc, on peut voir quand même, vous voyez, une oreille, pareil, en forme d'anse. Il y a une certaine ressemblance avec le type 1 tête chauve de Samayeul. C'était comment dire, un modèle graphique qui circulait à cette époque-là. Si un roi de France pouvait avoir cette tête-là, un saint pouvait l'avoir aussi. C'est ensuite que les choses se compliquent. Là, on arrive aux mèches pointues. Alors ici, il commence à avoir des cheveux. On voit 3 ou 4 mèches qui se terminent en pointe de chaque côté de la tête. Alors, ces mèches peuvent être ascendantes, descendantes ou horizontales. Les yeux en annelés. Les oreilles en anse ou sous forme il y a 2 sortes d'oreilles, des grandes et des petites. Une tonsure. Une barbe en point, plus parfois une moustache, enfin quelque chose qui ressemble à une moustache. Ou alors des points de barbe qui ressemblent à des dents. Toujours une crosse à droite. Croix fine et épaisse, N barrée pointée. Alors celles-là sont nombreuses, il y en a 209 qui font tout aussi moins d'1 gramme. Alors là, on a quand même une grande variété de modèles. Bon, les revers sont assez standards. Ce sont les droits qui sont intéressants. Alors ici, sur celui qui est en haut, on voit en dessous du nez cette espèce de forme un peu en forme de V à l'envers, que j'ai appelé une moustache, mais ça peut être la lèvre supérieure, des tout petits points de barbe et des petites oreilles, voilà, qui ont l'air de lui sortir du crâne. Alors celui d'en dessous, lui, c'est un peu plus bizarre. On dirait qu'il a les orbites vides et que les yeux lui sont tombés sur les joues. En fait, ce sont des pommettes. Donc on a ses oreilles qui font presque la même forme que la crosse, toujours pointée. Et là, les points de barbe allongés qui ressemblent à des dents. Donc ici, on est dans les petites oreilles. Donc on a celui-là que j'avais montré au début. Alors c'est toujours pareil, la chasuble, le Gretty. Celui-là n'a pas vraiment l'air humain. Et on a des cheveux descendants. Ici, on remarque le A de Maiolus qui a une barre en haut, qui est en fait l'inverse du V qui représente le U en alphabet latin. Et tout ça est important. Tout le lettrage, ici on a un A avec une barre, on a un A barré. Et tout ça permet, quand on a de la chance, de faire l'étude des liaisons de coins. Et ici on a quelque chose, c'est le S. Bon, S, Maiolus, là il y a une faute, L-U-S. En fait, ici, elle m'a pris, il a trop écarté ses lettres. Et toujours pareil, une espèce de moustache et des points. Et c'est là que c'est amusant. C'est qu'ici, on retrouve, donc c'est celui de la page précédente, il a écrit maillot, il a laissé un blanc. Et donc le S, qui est théoriquement formé de 4 poinçons, 2 poinçons triangulaires et 2 poinçons en croissant, s'est retrouvé complètement écrasé entre le U et l'épaule gauche, ou la crosse. Enfin, il y a une sorte de quelque chose d'incompréhensible. Et alors, il y a cette pièce-là aussi. On peut remarquer la similitude, il y a l'air de famille. Il en a
Maillot. Et un petit espace. Et là, le S est quand même assez écrasé, mais un peu moins. Alors, est-ce que par hasard, nous aurions le même tailleur de coin? C'est-à-dire quelqu'un qui avait quand même des problèmes avec le positionnement des lettres. Est-ce que ce serait donc de... On n'a pas de liaison de coin, mais on aurait un petit air de famille. On voit le A qui ressemble. C'est peut-être la même personne qui a taillé tous les coins. Comme ça, ils étaient taillés un par un à la main. Donc ça, c'est à voir aussi avec les revers. Ah, alors ici, on passe aux grandes oreilles. Et là, donc on a les oreilles en forme d'anse. Là, on a de la chevelure fine descendante. Là aussi, on ne les voit pas bien, mais ils sont là. Et j'ai trouvé donc ces deux monnaies qui me semblent très, très semblables. Regardez le A. Le A a la même forme. Le I aussi. Le O. Bon, là, on ne voit pas très bien puisque le M, surtout les yeux, les deux petits points en dessous, la forme de la crosse, le même positionnement, les mêmes points de barbe, la même tonsure. Est-ce que nous aurions par hasard le même coin? C'est-à-dire que j'aurais trouvé une liaison de coin. Alors, je ne sais pas si Marc Bonpère est dans la salle ou en visio, mais il me donnera sûrement son opinion. Parce qu'à ce moment-là, ce serait vraiment bien. Ce qui m'avait intrigué, c'était ce A. Ce jambage qui va retrouver le I au-dessus de la base du I. Bon, ce qui est un peu gênant dans les deniers, c'est que la croix transparaît de l'autre côté. Mais bon, ce sont des pièces qui sont extrêmement fines et ça arrive très fréquemment. Alors maintenant, nous allons quand même abandonner ce que les anciens numismates appelaient les affreux et les barbares, et nous retrouver sur un type radicalement différent. C'est-à-dire qu'on a un buste qui a une tête humaine, où la gravure est beaucoup plus raffinée. La tête de sa Samaïeul est bien mieux proportionnée, elle est allongée. Bon, il porte la tonsure, la crosse avec deux annelets sur le manche. Alors, là, j'ai mis ça. Il a des mèches fines et nombreuses, parfois 6 ou 7 de chaque côté du crâne. Toujours une barbe en point, des petites oreilles bien formées, des yeux bien formés. Le A de Maiolus est souvent carré et non plus avec des poinçons triangulaires. La crosse à droite. Et j'ai trouvé 80 monnaies de 1 gramme en moyenne. Leur style réaliste, c'est le numismate Jean Duplessis qui les a appelés comme ça dans son ouvrage de 2004. Donc les voilà. On a quand même ici des yeux avec une arcade sourcilière, on distingue les paupières. Ici, on a le nez, la bouche et cette chevelure fine qui ressemble à des cheveux, non plus à des sortes de mèches pointues que l'on avait avant. Alors, le A, ici, n'est pas le même que celui-là.
Par contre, on retrouve notre N barré pointé. Et toujours la crosse à droite. Alors, ce qui m'avait intrigué, c'est le passage assez brutal entre les types 2 et les types 3. C'est-à-dire, je me suis interrogée sur le début du monnayage. Donc, il existe une hypothèse crédible. Je ne dis pas certaine, je dis crédible. Fondée, l'abbaye Saint-Martial de Limoges, fondée en 848 sur le tombeau de Saint-Martial, qui était un saint du IIIe siècle. Et l'abbaye fut donnée à l'ordre de Cluny en 1062 par le vicomte de Limoges, Adhémar. Et vers 1106, le monnayage a commencé et bien sûr, ils ont voulu faire des monnaies au type de Saint-Martial. Alors, les deux numismates Blanchet et Dieudonné, en 1936, ont émis l'hypothèse que les monnaies de Saint-Martial étaient fortement inspirées du Saint-Mayol de Souvigny. Alors, il va falloir comparer les deux. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces monnaies, donc à l'effigie de Saint-Martial, se sont vite appelées moneta barbata, c'est-à-dire monnaie barbue, et ensuite barbarin. Et c'est ainsi qu'on retrouve dans les documents écrits, par exemple, 20 sous en barbarin, etc. Donc, c'est resté dans le langage courant. Alors, voici les barbarins et nos Souvigny. Alors ici, on a le buste de Saint-Martial de face qui porte des vêtements liturgiques. Il coupe la légende jusqu'au bord du flanc. Et c'est marqué SCS Martial, donc Saint-Martial. Alors le revers, lui, est différent de celui de Souvigny, puisqu'on a une croix pâtée perlée, puisqu'on voit des petites perles tout le long, et cantonné de 2 annelets dans chaque canton. Et bien sûr, une croisette, et au lieu que ce soit Livignaco, c'est Lemovicensis, Limoges. Donc, s'il y a quelqu'un qui a copié un autre, c'est sûrement pas le revers. Par contre, il est vrai que la ressemblance du buste qui va jusqu'au bord du flanc, bon, Saint-Martial ne portait pas de crosse puisqu'il n'était ni abbé ni évêque. Le grenti autour de la tête et le grenti à l'extérieur. Puisqu'en fait, les abbayes de Cluny fonctionnaient en réseau et les membres des abbayes allaient facilement de l'une à l'autre. Donc, il est à peu près certain que soit des gens de Limoges soient venus à Souvigny ou inversement et aient vu les monnaies. Alors, est-ce que Saint-Martial a été copié des affreuses monnaies aux mèches pointues ou plutôt de celles-là? Ça, c'est une question qu'il va falloir élucider, puisque Saint-Martial a été frappé à partir de 1106. Donc, si celui-là a été copié sur celui de Souvigny, ça veut dire qu'on aurait commencé à frapper les têtes réalistes avant 1106. Alors ça, ce sera une hypothèse de travail à voir. Alors voilà deux autres Saint-Martial. Et là, ce qui est amusant, c'est que on voit que ses cheveux se terminent par des boules. Donc il a les cheveux longs, de la barbe. Et ses mèches de cheveux se terminent par des boules. Ça lui fait un peu comme des dreadlocks.
Alors, nous passons maintenant au type 4. Alors, le type 4, style simplifié, crosse à droite. Alors là, je pense que je vais faire des sous-types parce qu'il y a une variabilité énorme. Bon, la seule chose que l'on peut savoir, c'est qu'elle dérive du type 3. Par contre, les mèches sont terminées par des points. Donc, on aura des mèches bouletées. Le manche de crosse est le plus souvent traversé par un annelé, c'est-à-dire un cercle au milieu du manche de la crosse. Petites oreilles presque invisibles ou bien pas d'oreilles du tout. Ensuite, on va avoir des mèches qui se détachent des tempes avec des traits. Et le visage se simplifie. Donc ici, on retrouve notre Saint-Mailleul précédent. Sauf que là, au bord du crâne, il n'a plus de mèches de fins cheveux, mais des petites boules. Voilà, il est entièrement, son visage est entièrement de toutes petites boules. On voit la barbe, le nez, les yeux, la crosse. Bon, toujours la chasuble, SCS Maiolus. Alors, en voilà un autre qui a aussi des petites boules au bord du crâne. Et une barbe beaucoup moins fournie. En fait, avec le temps, la barbe disparaît. Là, c'est pareil. Bon, la crosse annelée, les petites boules qui commencent à se détacher du crâne au bout d'une mèche. Ici, se détache encore plus. Et on voit que la forme du crâne, en fait, prend la forme ici. On a en fait deux cercles l'un dans l'autre et que le bas du visage commence à l'endroit où il aurait fallu qu'il y ait des oreilles, parce qu'on n'a plus du tout d'oreilles. Et enfin ici, là, les mèches sont vraiment bouletées. Là, voilà, là, le bas du visage commence là où il aurait fallu qu'il y ait une oreille. Bon, on a la chasuble, la crosse à droite annelée, tandis qu'ici, elle est pointée. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pour ça que je dis qu'il y a une grande variabilité. Et on trouve un style de plus en plus naïf, un dessin qui est presque enfantin. Alors celui-là a été un peu compliqué à mettre, à déterminer, parce que je me suis quand même posé pas mal de questions. Et j'ai certaines pièces qui changent de catégorie. Il faudra aussi des sous-types. Alors là, on a quelque chose de très amusant. C'est qu'on a la chevelure abondante du type 3. Celui qui avait les cheveux fins et le joli visage. Par contre, la crosse est passée à gauche. Et là, c'est quand même très curieux parce que cet emplacement n'est pas naturel. Car un évêque ou un abbé tiennent leur crosse de la main gauche. L'évêque qui entre dans sa cathédrale en procession tient sa crosse de la main gauche et bénit de la main droite. Et là, le musée n'en contient que peu d'exemplaires. Parce que, bon, je ne sais plus exactement combien, parce qu'il y en a qui ont changé de catégorie, et ce sont des pièces lourdes, de 20 grammes 0,6 en moyenne. Donc ici, en plus, ici, on a droit à sa main qui tient la crosse. Et on voit donc ses cheveux fins. Il a même des paquets de cheveux. Il y en a 1, 2, 3, 4, et parfois 5.
Et toutes les crosses sont à gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des crosses à gauche? Je n'ai pas trouvé de raison particulière. J'ai cherché dans l'histoire du début du XIIe siècle s'il y avait eu un événement particulier. En fait, oui, il y a eu un événement particulier sur Cluny. Mais je ne sais pas du tout si ça a un quelconque rapport. C'est l'histoire de l'excommunication du 7e abbé de Cluny qui s'appelait Ponce de Melgueil. Et il est mort en 1126. Il a été du côté du pape lors de ce qu'on appelle la querelle des investitures. Ensuite, il a été excommunié. Il a voyagé, il a démissionné de l'abbaye de Cluny, il a voyagé, fait un pèlerinage en Terre Sainte, fondé un monastère en Italie, et il a profité de l'absence de son successeur à Cluny pour reprendre sa place. Cela n'a pas énormément plu à une partie des prieurés clunisiens. Quelques-uns l'ont suivi, dont Souvigny. Et donc, c'est la seule chose que j'ai trouvé de significatif. Alors, si ça avait un quelconque rapport avec cette histoire, on pourrait, à ce moment-là, dater ces monnaies-là des années 1120-1126. Oui, il a été excommunié par l'évêque de Lyon et puis par le pape par la suite pour ses vilaines actions. Parce que celui qui l'avait remplacé à la tête de l'abbaye de Cluny, c'est celui qu'on a appelé après Pierre le Vénérable, qui a par la suite accepté que Ponce de Melgueil soit inhumé dans l'abbaye de Cluny. Alors ces monnaies sont absolument pas nombreuses, j'en ai pas trouvé dans les sites de numismates de vente, donc c'est à creuser. Ah, le type 6, style simplifié, maintenant vous savez ce que c'est, crosse à gauche. Alors là, bien sûr, il n'a pas d'oreille. Le bas du visage commence à la place des oreilles. Les mèches sont boutées. Il a les yeux en forme de poing. On a vraiment un dessin naïf. Il n'a presque plus de barbe. Et la crosse est annelée, soit entoure le manche, soit verticalement, comme tout à l'heure. Et là, elles sont très nombreuses. J'en ai 245 qui sont en moyenne 1,1 g. Il faut dire que ce sont les plus récentes, donc les moins usées, et il y a une raison pour qu'elles soient plus lourdes, puisqu'elles sont quand même en meilleur état. Donc on va en avoir une petite variété. Donc ici, toutes mèches bouletées, toujours la chasuble, etc. Et celle-là est particulièrement rigolote. On dirait presque comment dire, un dessin enfantin, un personnage de dessin animé. Il a quand même, bon, toujours sa petite tonsure. Alors, sur les lettres, bon, les lettres sont quand même assez variables. Sauf qu'on a tendance vers la fin du monnayage à avoir des A carrés et non plus des poinçons en V. Toujours SES Maiolus. Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de liaison de coin. Ça n'a pas été possible. Bon, c'est le modèle que l'on trouve le plus couramment en vente. Les crosses à gauche et les mèches bouletées. Donc, il est possible que
d'un point de vue général, ce sont aussi les plus nombreuses. Et pas seulement dans le trésor de Souvigny. Bon, sa tête n'est pas vilaine, il a des arcades sourcilières, les yeux, le nez, la bouche, simplement que l'aspect général du dessin est quand même naïf. Alors, à quoi ça sert toute cette classification? Alors ça, c'est d'après Jean Duplessis, bon, sur les monnaies françaises féodales, qui a... Bon, c'est lui qui a parlé du style réaliste, ou réaliste crosse à droite. C'est celui qu'on avait vu avec sa jolie tête. Leur buste de face avec la crosse à droite, tête assez fine, allongée, etc. Iris des grandes et des petites têtes, oreilles bien dessinées, bouclettes sur la tonsure, et trois cheveux de chaque côté, non, puisqu'il a des cheveux fins et nombreux, crosse pointée ou annelée. Ensuite, il donne le style simplifié crosse à droite, c'est celui que j'ai appelé le type 4. Buste de face avec crosse à droite, tête allongée sans oreilles, avec 3 cheveux terminés par des points. C'est-à-dire que l'on a voilà, celui-là. 3 cheveux terminés par des points, crosse à droite, annelée, ici, elle est pointée. Ensuite, il décrit un style simplifié, crosse à gauche. Donc, c'est le dernier qu'on a vu. Même type qu'au numéro précédent, mais la crosse est à gauche. Pointée ou annelée. Et là, c'est intéressant, puisqu'il nous dit que ce denier qui commence au moment où se termine le type précédent, parce qu'il a trouvé 2 pièces qui sont liées par le même coin de revers. C'est-à-dire que dans le trésor d'Alui, donc de la Nièvre, le type 6 simplifié provient du 4 simplifié. Or, quand on examine de manière attentive tous les deniers, on a quand même l'impression que le type 6 provient du 5. Voilà, ça c'est le type 6. Et ça c'est le 5. Puisque la crosse est du même côté. Bien que les descriptions du visage soient différentes, on a le moment où la crosse est passée de l'autre côté. Donc ça se discute. Je pense qu'il faut quand même continuer l'étude des liaisons de coins, même si c'est un peu fastidieux, mais quand on en a trouvé une, on est content pour plusieurs jours. Ce qui est bizarre, c'est que bon, sa datation est vague. Hein. 12e siècle, le simplifié crosse à droite, milieu du 12e. Par contre, il met le style simplifié crosse à gauche, milieu et fin du 12e. Et moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Je pense que c'est quand même beaucoup plus tôt. Donc, j'arrêterai l'âge du trésor au 1250, pas plus. Mais c'est pareil, il faudrait se mettre à plusieurs sur ce trésor parce qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire. Je vous remercie.